Il faut vraiment essayer d'imaginer la scène pour ceux qui nous écoutent. Ouais, Vous passez un entretien d'embauche pour un poste crucial. Et face à la caméra, c'est pas un recruteur fatigué en chemise, c'est clair. c'est pas non plus une interface web toute froide avec des mots-clés qui clignotent. Non, en fait, l'interlocuteur, c'est un ours brun. Un ours, ouais. Un ours de 2 mètres, avec des épaules immenses, et qui est impeccablement vêtu d'un survêtement de sport noir très haut de gamme. C'est assez déstabilisant au début. Complètement. Et cet ours, en fait, il vous explique avec une lenteur super calculée pourquoi votre profil correspond pas, par exemple. Et ensuite, sans aucune condescendance, il propose un plan de formation sur mesure. Tout à fait. C'est troublant, mais c'est exactement l'univers de BAR, donc Brahan AI Recruitment. Et aujourd'hui, dans notre exploration approfondie, on va plonger dans une pile de documents internes, des bibles de personnages, des architectures de contenu, tout ça. Ouais, on a pas mal de sources à décortiquer. Voilà. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre cette approche inédite. On veut passer en revue l'expérience complète d'un candidat, de la toute première communication jusqu'à la formation, à travers ce système si particulier. Je suis ravie d'en parler avec vous. Et je suis ravi d'être là. Parce que le défi est de taille. Enfin, l'industrie du recrutement, elle nous a habitués à une vraie frénésie, quoi. L'urgence, c'est devenu la norme. Ouais, toujours plus vite. Exactement. Mais ici, quand on lit les sources, elles décrivent une doctrine extrêmement rigoureuse. C'est un monde où la gouvernance et les standards remplacent le spectacle habituel de la tech. C'est vrai. L'avatar de l'ours, au final, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Et ce qui mérite vraiment d'être analysé aujourd'hui, c'est toute la mécanique derrière cette façade. Une mécanique qui est conçue pour instaurer une confiance absolue. Alors justement, avant même de parler de code ou du processus d'embauche pur et dur, il faut qu'on parle de cet ours. Ah oui, l'éléphant dans la pièce, ou plutôt l'ours. C'est ça. Je dois avouer que ma première réaction, personnellement, en lisant la documentation, ça a été un scepticisme total. Je me suis dit, un ours en survêtement avec un écusson doré en forme de bouclier. Ouais, ça fait très Silicon Valley, hein. Mais oui, ça ressemble à un gros gadget conçu juste pour faire le buzz sur les réseaux sociaux, en fait. On pourrait facilement le penser. C'est la réaction normale. Mais la Bible du personnage montre que c'est, tout l'inverse d'un gadget. BAIR, il vit dans ce que ses créateurs appellent l'Executive Lodge. C'est un environnement forestier virtuel qui est intégré dans Davidos. Attendez, Davidos, juste avant d'aller plus loin, c'est quoi ça exactement? Alors, c'est le système d'exploitation global de cette IA. Et ce n'est pas juste un petit fond d'écran ou un décor sympathique. D'accord. Davidos, c'est vraiment l'architecture qui gère le rythme, le ton et tout l'environnement global des interactions. En fait, tout est pensé pour évoquer une sorte d'enracinement. Le but, c'est de ralentir le tempo. Ah, donc on est loin de la frénésie qu'on évoquait. Exactement. C'est une rupture nette avec l'esthétique habituelle, tu sais, avec des néons, de la vitesse, tout ce qu'on voit dans la tech traditionnelle. Ouais, je vois bien. Et d'ailleurs, petit détail amusant, des sources pour des contextes très spécifiques, comme le recrutement de cadres dirigeants, l'ours abandonne même le survêtement. Ah bon? Hmm. Ouais, il porte un costume bleu marine. D'accord, donc le costume s'adapte au niveau exécutif. C'est fascinant. Donc tout le design vise à imposer le calme. Mais au-delà du visuel, ce qui m'a vraiment frappé dans les notes, c'est la contrainte technique qu'ils imposent sur sa voix. Ah oui, le débit de parole. Oui, le système bride volontairement son rythme entre 135 et 150 mots par minute. Et en plus, il n'y a littéralement aucun point d'exclamation dans les scripts générés. Aucun. Mais pourquoi rationner l'émotion à ce point-là? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un gros risque de paraître juste super robotique et froid pour le candidat? C'est une super question. En fait, ce rythme, il correspond précisément au temps nécessaire pour que le cerveau humain assimile une information complexe, mais sans se sentir agressé. Ah d'accord, c'est cognitif en fait. Exactement. Dans la documentation interne, ils appellent cette approche le Clean Hands Power Play. C'est la tactique des mains propres, en gros. La tactique des mains propres, ok. BA refuse catégoriquement tout enthousiasme factice. Parce que si on y réfléchit, le stress d'un chercheur d'emploi, il vient souvent de ce qu'on appelle le spin. Le spin, c'est-à-dire l'enrobage, la manipulation. Voilà, c'est cette fâcheuse tendance des entreprises à enrober la vérité, à être trop positive pour garder un candidat sous le coude au cas où. L'ours, lui, il fait l'inverse. Il présente la réalité brute et ensuite la voie de remédiation. Ok, c'est un peu comme avoir affaire à, je sais pas, un directeur de cabinet politique hyper expérimenté. Il cherche pas du tout à être votre meilleur ami.
C'est une très bonne analogie, ouais. Du coup, concrètement, si un développeur postule pour un poste mais qu'il n'a pas du tout les qualifications requises, comment cette tactique des mains propres, elle se matérialise dans le dialogue? Eh bien, au lieu d'envoyer un message classique et un peu hypocrite, du genre Votre profil est formidable, mais nous avons choisi un autre candidat », Ce qui est super flou et frustrant pour tout le monde. c'est ça. L'IA, elle, va articuler un diagnostic vraiment clinique. Elle va dire quelque chose comme Vos compétences en architecture cloud sont en deçà du standard requis de 15%. Voici les ressources pour combler cet écart. Waouh! C'est direct. Très direct. Il n'y a jamais d'argumentation et il n'y a jamais de bluff. Et l'échange se termine toujours par une phrase signature très sobre qui est Quand vous serez prêt, parlons-en. L'ours. Quand vous serez prêt. C'est fort parce que, mine de rien, ça redonne vraiment le contrôle du temps au candidat. C'est indéniable. Tout à fait. Mais alors, puisque le but de l'ours, c'est de construire cette confiance grâce à une transparence hyper brutale, comment cette promesse, elle survit quand on passe à la technique pure? Je veux dire, quand un professionnel décide qu'il est prêt et qu'il franchit cette étape que le système appelle be hired. C'est là qu'on découvre vraiment l'infrastructure invisible du système. Il faut savoir que le recrutement par intelligence artificielle aujourd'hui, c'est officiellement classé comme à haut risque par les législateurs. Ouais, c'est un vrai terrain miné, juridiquement parlant. Absolument. Et donc, pour opérer sans risque, tout l'écosystème BAI s'appuie sur une colonne vertébrale technologique qui s'appelle Arios. Arios. D'accord. Encore un acronyme. Et oui, on n'y coupe pas dans la tech. Ça fonctionne comment, sous le capot, ce Arios? Pour faire simple, Arios, c'est le moteur d'audit et de conformité du système. En fait, dès qu'une candidature est soumise, cette infrastructure s'assure que chaque petite étape respecte un millefeuille de normes internationales. Ok. Quel genre de normes? On parle du EU AI Act, donc la législation européenne sur l'IA, de la norme ISO 42001 et aussi du cadre de gestion des risques du NIST américain. C'est du lourd. C'est du très lourd. Et pour Bayard, ce ne sont pas de simples recommandations, tu vois, ce sont vraiment des murs porteurs. J'entends bien l'aspect juridique, c'est important, mais pour la personne qui postule dans son salon, la norme ISO ou le NIST, ça reste hyper abstrait. Oui, c'est sûr. Par contre, dans les documents, on mentionne ce qu'ils appellent le principe de reconstruction pour le candidat, et ça, j'ai trouvé ça fascinant. C'est l'idée qu'aucune décision n'est validée simplement parce que l'algorithme a décidé que c'était comme ça. Ah, le principe de reconstruction. C'est littéralement le cœur du réacteur de leur philosophie. Ce principe, il garantit que l'évidence prime sur la simple affirmation. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si un candidat demande pourquoi il a été écarté ou même sélectionné à une étape précise, le système doit être capable de justifier le raisonnement point par point. Et ça, sans jamais exposer de données personnelles identifiables, ce qu'on appelle les PII. D'accord. C'est un peu comme la boîte noire d'un avion, en fait, mais pour un CV. Si la candidature crache, l'entreprise peut pas juste hausser les épaules en disant c'est la faute de l'algorithme, on sait pas. Exactement. Elle doit sortir l'enregistrement exact de l'évaluation technique qui a posé problème. C'est tout à fait ça. Mais je vais faire l'avocat du diable une seconde. Allez-y. Un processus qui est aussi automatisé, lourdement centré sur l'audit, sur des normes. Est-ce que le candidat ne risque pas de se sentir traité comme une simple ligne de code dans un immense tableur réglementaire? C'est une crainte super légitime face à ce qu'on pourrait voir comme de l'hyper-régulation. Mais la documentation interne est très claire là-dessus. La technologie est considérée ici comme, et je cite, « une main-d'œuvre que l'on gère ». Une main-d'œuvre. Oui, la gouvernance n'est pas vue comme un frein, c'est le volant. Et surtout, il y a la règle absolue du « human in the loop », donc l'humain dans la boucle. Ouais, le human in the loop, c'est très beau sur le papier, hein. Mais en pratique, est-ce que cet humain dans la boucle, il risque pas de juste valider aveuglément ce que l'IA lui dicte? Tu sais, par manque de temps ou juste par paresse. On connaît bien le biais d'automatisation. Oui, c'est le grand danger habituel. Mais c'est justement ce que le principe de reconstruction cherche à empêcher. En fait, l'IA gère le volume de données massif, elle fait le tri initial, la vérification des compétences techniques de base. Elle nettoie le bruit, quoi. Voilà, elle enlève le bruit. Et l'humain, il n'intervient qu'à la fin. Mais attention, son intervention, c'est pas juste un coup de tampon administratif. Puisque l'IA a déjà justifié chaque étape mathématiquement, le recruteur humain, il est obligé de se concentrer sur ce que l'IA ne peut absolument pas faire. C'est-à-dire l'intuition, ouais. Le jugement qualitatif, l'adéquation culturelle avec l'équipe, la nuance humaine, tout simplement. La machine garantit l'équité du chemin, on va dire, et l'humain prend la responsabilité finale de la destination. C'est une belle répartition des rôles. Donc, l'évaluation est hyper régulée, elle est protégée.
Mais imaginons un scénario très courant au final. La candidature va jusqu'au bout, l'évaluation est juste, mais le niveau n'y est pas. Le candidat échoue. Ouais, ça arrive tous les jours. Dans le monde classique des RH, le rideau tombe. On reçoit un vieil email de refus automatique en no reply et c'est fini. Mais ici, les notes de conception révèlent une transformation radicale du système à ce moment-là. BAIR devient une véritable académie. Et c'est une transition fondamentale dans le parcours du candidat. Si le profil ne correspond pas, eh bien l'expérience ne s'arrête pas net. Le système endosse un nouveau rôle, un rôle d'éducateur. Il est conçu pour préparer ses talents à l'ère de l'intelligence artificielle. Et ça nous amène à cette fameuse règle du 95-5-5 qui structure vraiment toute leur architecture de contenu. J'ai halluciné en lisant ça. Ah oui, c'est un ratio assez unique. Le système a pour obligation de fournir 80% de valeur pure aux candidats, et ce, de manière totalement gratuite, sans rien attendre en retour. Et ensuite, seulement 15% du contenu sert à expliquer les méthodes de l'entreprise, le positionnement doux, on va dire, et à peine 5% est dédié au vrai appel à l'action pour postuler. C'est ça. Mais consacrer 80% de ses ressources à éduquer des gens qu'on n'a même pas embauchés, c'est totalement contre-intuitif pour une entreprise, non? Le ROI doit être impossible à justifier à court terme. Eh bien, c'est contre-intuitif si on pense uniquement à court terme, justement. Mais Baith utilise une approche qu'ils appellent la confiance d'abord, la promotion ensuite. Ces 80% de valeur pure, ils se matérialisent par des bibliothèques entières de ressources, ce qu'ils appellent la library, ou encore le CQV Guide. Ah oui, ce guide CQV. Comment ça fonctionne concrètement pour l'utilisateur, ce truc? En gros, c'est un outil d'évaluation des compétences et de la valeur. Le système utilise ce qu'il nomme l'intelligence candidat, et le point clé, c'est que ça se fait sans jamais aspirer les données personnelles d'un individu spécifique. Toujours le respect des PI. Toujours. L'IA, elle va agréger les grandes tendances du marché. Elle observe quelles compétences manquent globalement dans une industrie, quels sont les nouveaux concepts qui émergent, et elle transforme ces données-là en modules de formation. Du coup, le candidat rejeté, au lieu d'un email vide, il reçoit un parcours éducatif personnalisé. C'est fou! On dirait presque un cursus universitaire qui serait directement intégré au processus de recrutement. C'est un peu l'idée. D'ailleurs, les sources parlent d'une évolution de la salle de concept, qu'ils appellent le concept hall, jusqu'à la diffusion globale, le global telecast. De quoi s'agit-il exactement dans ce processus éducatif? Alors, c'est leur méthode de maturation du contenu. Imaginons qu'une nouvelle idée émerge sur l'impact de l'IA dans, disons, la logistique. Cette idée, elle naît d'abord dans le concept hall, qui est un espace d'expérimentation un peu restreint. Un bac à sable, en fait. Voilà. Et si cette idée prouve sa valeur, si elle aide vraiment les candidats à s'améliorer, elle est ensuite peaufinée, packagée, et au final, elle est diffusée massivement via le Global Telecast. Ça peut même prendre la forme de format audio, comme leur fameuse BR Radio. BR Radio, carrément. Ça signifie donc qu'un candidat peut arriver sur la plateforme pour chercher un simple emploi de base, échouer à l'évaluation technique, mais repartir en ayant compris par exemple les implications du UUI Act sur son propre secteur d'activité, et ça en 60 secondes. C'est exactement ça. C'est une stratégie brillante pour fabriquer, littéralement, le bassin de talents de demain. Ils éduquent les candidats pour qu'ils soient parfaitement calibrés pour leurs besoins futurs. C'est du génie sur le long terme. Et c'est là qu'on dépasse la simple mécanique de recrutement en fait. BAIR impose un véritable changement de paradigme cognitif. Le système, il se contente pas de trier des CV ou d'éduquer, il propose une philosophie ultime de gestion de carrière pour tous les professionnels qui croisent sa route. Et cette philosophie, elle s'articule autour de formules qui ressemblent presque à des mantras. Les sources citent l'axiome premier: l'effort ne passe pas à l'échelle, les systèmes passent à l'échelle. Très fort. Et il y a aussi cette règle finale qui est assez brutale quand on y pense: l'espoir n'est pas une stratégie, l'agitation n'est pas le progrès. C'est un peu un coup de poing. Complètement. Et tout cela converge vers une devise qui est omniprésente dans leur communication: construire des actifs, construire des systèmes, construire l'inévitabilité. Ah, construire l'inévitabilité. C'est un concept extrêmement puissant. C'est ce qui redéfinit totalement la posture du candidat face au marché du travail aujourd'hui. C'est puissant, oui, mais il faut être réaliste une seconde. Un chercheur d'emploi, par définition, il vit souvent dans une forme de précarité, ou en tout cas d'urgence. Bien sûr. Il envoie des CV, il attend qu'on le rappelle. L'attente et l'espoir, ça fait partie du processus quand on a besoin d'un salaire.
Comment est-ce que quelqu'un dans cette situation de vulnérabilité peut appliquer l'idée de construire l'inévitabilité? Est-ce qu'il n'y a pas un gros décalage entre cette grande doctrine très froide et la réalité du chômage? Le décalage, il existe sur le moment, c'est sûr. Mais BAR cherche précisément à détruire cette dynamique toxique. Parce que l'approche traditionnelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse à l'agitation. C'est vrai, on modifie son CV 1000 fois. On postule à 100 offres par jour en priant très fort pour que l'algorithme d'une grosse plateforme retienne un mot-clé, et c'est exactement ce que l'ours appelle l'espoir et l'agitation. Ça demande un effort héroïque ou quotidien, mais comme le dit leur axiome premier, l'effort ne passe pas à l'échelle. À la fin, on s'épuise tout simplement. C'est la roue du hamster. Donc si on doit arrêter de s'agiter, d'envoyer des bouteilles à la mer, comment on fait pour construire ce fameux système personnel? En fait, il faut s'inspirer de la rigueur du système de recrutement lui-même. Blair montre l'exemple en bannissant totalement ce qu'on appelle les métriques de vanité. Les vanity metrics. Voilà. Le système, il ne se vante jamais du nombre de millions de candidats qu'il brasse. Il se concentre uniquement sur l'auditabilité et la valeur créée. Eh bien, le candidat est invité à faire exactement pareil pour lui-même. Donc construire un actif pour un candidat, ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire acquérir une compétence documentée et vérifiable. Par exemple, développer une vraie littératie en intelligence artificielle dans son domaine spécifique. C'est documenter ses propres méthodes de travail ou faire l'effort de comprendre les outils réglementaires comme le NIST ou l'ISO pour pouvoir parler exactement le même langage que les grandes entreprises. Ah, je saisis la nuance. C'est vraiment le passage d'une mentalité de loterie à une mentalité d'ingénieur. C'est joliment dit, oui. Plutôt que de miser sur la chance de tomber sur un recruteur de bonne humeur un mardi matin, le candidat élève le niveau de sa propre infrastructure personnelle. Exactement. Il accumule des compétences qui sont si solides, des preuves de valeur si incontestables, que le fait d'être embauché par une entreprise performante, ça relève plus du tout du hasard. Ça devient juste la conclusion logique de tout ça. C'est inévitable. Et c'est la finalité absolue de toute cette architecture. Pour Béhaïr, tout le reste, les petits conseils pour hacker son profil en ligne, les discours enflammés de motivation sur LinkedIn, tout ça n'est que du bruit. L'objectif de l'avatar de l'ours, de la communication lente, des normes Arios et des parcours de formation, c'est d'équiper le professionnel pour qu'il ne subisse plus jamais le marché. C'est un bouleversement total de la dynamique de pouvoir habituelle. Je dois dire que ce voyage au cœur de la documentation interne de Béhaïr, ça nous aura emmené vraiment bien loin des stéréotypes habituels du recrutement moderne. C'est le moins qu'on puisse dire. On est parti de l'image presque surréaliste d'un grand ours brun en survêtement noir, calfeutré dans son chalet forestier numérique. Mais en grattant juste sous la surface de cette communication rationnée, on a découvert une véritable forteresse de règles. Une forteresse hyper structurée. Un système où la technologie elle agit comme une main-d'œuvre totalement traçable, où la fameuse boîte noire des décisions de l'IA elle est ouverte de force par le principe de reconstruction, et où le candidat n'est plus évalué dans une urgence stressante, mais traité avec la rigueur clinique d'un audit. Et pour moi, le plus marquant, ça reste cette métamorphose du refus en éducation. L'intégration de la règle des 95-55, ça fait de ce dispositif bien plus qu'une simple barrière de sélection pour l'entreprise. C'est un pont vers la compréhension de l'économie de demain pour le candidat. C'est une académie déguisée en département de ressources humaines, tout simplement. Et ça laisse vraiment à réfléchir sur l'évolution de la technologie dans nos vies professionnelles. D'ailleurs, pour clore cette analyse détaillée des sources aujourd'hui, il y a une réflexion qui émerge de toutes ces données. Un paradoxe assez vertigineux, je trouve. Ah, lequel? Eh bien, si une intelligence artificielle qui est incarnée par un ours intransigeant et qui est régie par des normes techniques super froides parvient au final à offrir un niveau de transparence, de sécurité des données et d'éducation de carrière qui est bien supérieur à celui de la grande majorité des recruteurs humains, est-ce que ça signifie pas paradoxalement que le véritable respect humain et l'empathie en entreprise s'expriment désormais mieux à travers la perfection d'un algorithme auditable plutôt qu'à travers les bonnes intentions qui sont souvent faillibles et biaisées d'un être humain? C'est une excellente question à se poser. C'est à méditer pour tous ceux qui nous écoutent. En tout cas, ça marque la fin de cette exploration approfondie. Merci beaucoup pour cet échange. Merci, c'était passionnant. À bientôt pour une nouvelle analyse de sources. Et d'ici là, continuez à construire vos propres systèmes.